Entre le centre-ville de Foix et le plateau sur lequel est établi le bâtiment des archives, l'avenue Lacanal décrit une pente assez forte, à mi-hauteur de laquelle, le mardi 13 février, j'ai été témoin du phénomène suivant. À 8h25 exactement, le soleil paraissant au-dessus des crêtes, sa lumière me frappa en plein visage, m'éblouissant, cependant que dans mon dos, ainsi que je m'en avisai aussitôt revenu de mon éblouissement, elle atteignait tout d'abord le sommet de la colline dominant le château de Foix, puis les hautes tours, dues à sa restauration fantaisiste à la fin du XIXe siècle, qui confère à ce dernier son côté Disneyland, puis la totalité de ce monument et du piton sur lequel il se dresse, et enfin, progressivement, la ville entière, à commencer par cet hôtel de la Barbacane, aujourd'hui désaffecté, et son entrée condamnée, où séjournèrent autrefois tant Grace Kelly que le général de Gaulle. Un ancien maître d'hôtel se souvenait même d'y avoir reçu d'Édith Piaf des propositions équivoques. De mon côté, si je me rendais aux archives départementales de l'Ariège dans la matinée du 13 février, c'était afin d'y consulter le dossier de l'affaire Cabrero, du nom de ce passeur qui, en novembre 1942, avait guidé vers le port de Siguerre le groupe dont faisait partie Jacques Grumbach. Incidemment, il convient de noter que le dossier concernant cette affaire, étant soustrait à la curiosité du public, en vertu de considérations que je n'ai pu éclaircir, pour une durée d'1 siècle, à compter de 1953, j'avais dû, pour le consulter, déposer une demande de dérogation, dont la réponse positive ne m'était parvenue qu'au bout de près de 6 mois. L'affaire Cabrero, ou la suite d'événements que l'on peut ranger sous cette rubrique, commence avec la découverte de restes humains, le 25 septembre 1950, à 2300 mètres d'altitude sur le versant ouest du pic du Bouc. Ces restes ont d'abord été repérés par un avion procédant à des relevés topographiques, puis recueillis par des gendarmes le jour même ou le lendemain, et acheminés à dos de mulet jusqu'au village de Gestiès, où ils ont été déposés à la mairie avant de faire l'objet d'un examen médico-légal. Ils consistent dans des ossements dont l'ensemble compose un squelette, auquel il faut ajouter un pardessus à chevron bleu marine, décrit par les gendarmes comme en bon état de conservation, un chapeau mou, une pipe, une boîte à savon, un portefeuille et un livre, l'un et l'autre en mauvais état. Le livre, intitulé Snatch, est en anglais, et un professeur du lycée de Foix, sollicité par le juge d'instruction chargé de l'affaire, précisera qu'il s'agit d'un thriller, roman à sensation, genre policier, au style argotique et à la valeur littéraire nulle, ajoutant que cet art ne désigne pas nécessairement son possesseur comme une brute, car ce genre d'ouvrage connaît un gros succès, le mystère et le goût de l'évasion expliquant la vente énorme de livres similaires. Les recherches que j'ai menées sur Internet m'ont permis d'y découvrir un ouvrage de langue anglaise intitulé Snatch, mais dont l'auteur, né en 1937, ne devait pas être en mesure de publier un roman, même de gare, dès la décennie suivante. Quant à l'examen médico-légal, il révèle que le squelette est celui d'un homme de 40 à 43 ans, de forte corpulence et d'une taille d'environ 1,80 m. Le médecin légiste relève d'autre part une fracture du talon gauche, conséquence probable d'une chute, et un orifice de 8 à 9 mm au niveau de la protubérance occipitale, démontrant qu'une balle avait traversé la nuque pour ressortir à la hauteur des fosses nasales, provoquant une mort immédiate. Dès le 2 octobre, à peine une semaine après la découverte des ossements et sa divulgation dans la presse, alors que les gendarmes désespèrent de découvrir l'identité de la victime, tant de personnes françaises et étrangères ayant emprunté sous l'occupation cet itinéraire d'évasion via le port de Siguerre, dès le 2 octobre, un certain Germain Rinçant, député de l'Aube, écrit aux enquêteurs pour leur suggérer un lien possible entre les restes humains découverts sur le pic du Bouc et la disparition 8 ans auparavant, dans ce même secteur des Pyrénées ariégeoises, de son ami Jacques Grumbach. Peu après, la veuve de ce dernier, puis son frère, toujours désignés par les autorités comme Jean-Pierre Grumbach dit Melville, confirmeront que c'est bien de Jacques qu'il s'agit, cette identification ayant été rendue possible notamment par les traces d'une ancienne opération du mastoïde droit. D'autre part,
le chapeau dont le crâne était encore coiffé, peut-on lire dans un document officiel, tandis que dans un autre, le même objet est décrit comme la coiffure trouvée sur le squelette, a été reconnu par le chapelier l'ayant vendu à la victime, tandis qu'un peu plus tard, le dit Melville, auditionné par le juge Louis Sylvestre, reconnaît également le manteau bleu marine à chevrons, dont il possède un exemplaire identique, fait de la même coupe de tissu acheté ensemble à Castres en septembre 1940 au prix de 250 francs le mètre. À propos du chapeau, je me demande à la réflexion si celui que Melville gardait en toutes circonstances sur la tête, pour ne rien dire de ceux dont il coiffait la plupart de ses personnages masculins, n'était pas à un degré quelconque une réminiscence de celui trouvé sur le squelette. De telle sorte que, dans son édition du 24 octobre 1950, Le Monde peut écrire qu'on n'a plus de doute maintenant sur l'identité du squelette découvert le 25 septembre dernier, en pleine montagne pyrénéenne, au passage du Pas de Bouc. Dans le même article, le journal évoque l'inquiétante figure du passeur, ce guide s'appelait, croit-on, Cabrera, et les soupçons qui pèsent sur lui. Quant à Jacques Grumbach, qui avait une grave affection cardiaque, on ne peut dire s'il est mort d'épuisement ou si le passeur ne l'a pas assassiné pour le dévaliser.